Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du 7 juin. Au sommaire aujourd'hui, en actu, on vous parle climat et défis citoyens avec Prangin. En sport, on fera la fête et deux fois plutôt qu'une. Avec tout d'abord le FC Gland, champion de la Coupe vaudoise. Ils sont avec nous sur ce plateau. Félicitations les garçons, merci beaucoup d'être avec nous. Ils sont timides puisque c'est un match remporté en demi-teinte. Vous le verrez, gagner, mais pas que. On fêtera également le 77e anniversaire du club alpin section La Dôle. Et enfin, de ton côté, Alexandre, où est-ce que tu nous emmènes aujourd'hui ? Salut Andrea, eh bien je suis à Gimel, dans la ferme de Xavier, qui nous ouvre les portes de sa ferme, puisque, eh bien, tu le sais, la saison d'estivage a été lancée il y a quelques semaines. Ça veut dire pour les bergers et les éleveurs, eh bien, que les génisses et les veaux sont amenés à l'alpage. Mais le problème, c'est que le loup rôde encore ici dans le Jura. Il y a d'ailleurs eu une attaque, selon les informations du quotidien de la Côte, aujourd'hui près de Bière. Donc, comment réagissent les éleveurs et les bergers face à ça? Comment ils se munissent justement d'outils pour faire face au loup? Est-ce que les décisions et les mesures du canton prises il y a 2 semaines sont utiles et ne sont pas trop tard? Et puis surtout, comment toute une équipe de citoyens réunis derrière moi se bouge pour justement venir en aide aux bergers et protéger le bétail du loup? On va répondre à toutes ces questions après ensemble. Tout à l'heure, Alexandre, en tout cas, garde le sourire, ça fait plaisir. Le FC Gland a finalement remporté la Coupe vaudoise après des rebondissements administratifs. Malgré leur défaite en finale face à Montreux, les Glandois sont victorieux grâce à un forfait de leur adversaire sanctionné pour avoir fait jouer un joueur non qualifié. Yannick Tachet, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. À vos côtés, Kevin Batardière, bonjour. Vous êtes coach assistant et capitaine de la deuxième équipe. Face à vous, des joueurs du FC Gland. Alors, cette victoire, comment est-ce que vous l'avez vécue? Peut-être on va commencer avec vous, Nawel. Oui, alors bonjour. Comme vous l'avez dit, on l'a vécu en demi-teinte avec une victoire qui arrivait dans un deuxième temps. Mais finalement, on garde quand même un très bon souvenir. Ça reste un jour de fête pour l'équipe, pour le club, pour les supporters. Et on garde un très bon souvenir. Puis finalement, on retient qu'il y a quand même une qualification en Coupe Suisse. Donc, le plus important est là. Ouais, le plus important est à venir. Yannick Tachet, on va quand même revenir sur ce qui s'est passé. C'est vrai que vous êtes allé jusqu'au tir au but où finalement vous avez perdu. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, alors comme l'a dit Nawel, c'est assez spécial parce que sur le terrain, on ne l'a pas perdu directement parce que c'est au pénalty, donc ça reste une loterie au pénalty et que je pense qu'on a fait quand même un très bon match. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a des joueurs même des spectateurs qui ont reconnu un des joueurs qui avait joué dans une ligue supérieure et donc qui n'a pas le droit d'être aligné. Comme nous, on a notre gardien qui avait joué en deuxième ligue inter, qui n'a pas joué la coupe parce que on connaissait le règlement et qu'on savait qu'il n'avait pas le droit de jouer. Et donc après, ça a été assez rapide parce que pendant le match, on ne l'a pas réalisé, on ne savait pas. Mais le soir même, on a pris les informations, on a regardé, le règlement on le connaissait, mais on a regardé qu'il avait bien joué et on a contacté, les dirigeants du club ont contacté la CVF et le lendemain, ça a été officialisé. Ouais, Jonathan, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a volé cette victoire? Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Déjà bonjour. Je pense que sur le terrain déjà c'était pas forcément mérité qu'ils repartent avec la coupe, mais ça c'est une autre question. Et puis ensuite non, je pense que justice elle a été faite et puis je pense que chacun a sa place maintenant, on l'a gagné et puis voilà, c'est comme ça. En tout cas sur l'ambiance, c'est vrai que c'était assez historique, c'était la première fois qu'il y avait autant de supporters qui étaient là. Comment vous l'avez vécu justement cette ambiance durant le match? On a la fameuse marée orange qui est arrivée là-bas sur le terrain de Saint-Barthélemy. Et du coup, c'était assez spécial. Personnellement, c'était une des premières fois qu'il y avait autant d'engouement autour d'un match. Et puis, de l'avoir vécu de l'intérieur comme ça, c'était très intéressant. Et puis, c'est cool. Et puis, à refaire. Ouais. Aujourd'hui, cette coupe, vous ne l'avez toujours pas parce que c'est Montreux qui l'a. Comment ça va les rapports justement avec l'autre équipe? Yannick, on laisse la parole à Yannick, je crois. Non, nous, personnellement, il n'y a pas d'animosité par rapport à Montreux. C'est vrai que c'est spécial. On aurait préféré, bien sûr, la gagner sur le terrain. Et comme l'a dit John avec nos supporters qui étaient là, qui étaient présents, je pense que Nawel l'avait déjà gagné 3-4 ans avant. Moi, on m'a dit qu'il y avait encore plus de supporters cette fois-là et beaucoup de juniors aussi. Donc, c'est clair qu'on aurait voulu que ça reste un bel événement sur le terrain et le fêter avec tout le monde. Maintenant, je pense qu'on a hâte d'arriver au final et de pouvoir cette fois fêter si on gagne sur le terrain avec nos supporters. Donc, voilà. Ouais. Nawel, vous l'aviez déjà gagné justement cette coupe il y a 4 ans, on vient de le dire. Mais est-ce que vous vous sentez champion ou pas?
Alors, champion, oui, mais d'une manière différente. C'est vrai que si on compare en 2018 et en 2022, ça n'a pas été la même chose. Mais je reviens sur le fait qu'il y avait une ambiance extraordinaire de la part de nos supporters, où c'était vraiment une belle fête, où on a vraiment passé un très bon moment ensemble. Il manquait le fait de lever la coupe, mais finalement, on se sent quand même champion. On est champion et on joue la Coupe Suisse la saison prochaine. Ouais. Et puis pour revenir sur les matchs suivants, Kevin Baterdière, c'est vrai que vous jouez les finales de promotion. On le rappelle, l'enjeu, c'est de monter en deuxième ligue inter, mais ça, c'est pour la première équipe. Pour vous, je crois que ça se passe aussi plutôt bien. Comment ça se passe? Tous les tirages ont lieu ce soir. Comment ça se passe pour la deuxième équipe? Alors nous, on fait une belle saison. Ouais. On finit premier champion de notre groupe de 4e ligue sur 8 groupes. Il y aura donc 16 équipes qui vont faire les finales de promotion. Ça va être tiré ce soir. Comme on finit premier, on a la chance de pouvoir tirer un premier et deux deuxièmes. Et ça va se jouer sur 3 soirs, donc un dimanche, un mercredi et un dimanche. Donc voilà, ça va être aussi une belle fête pour le FC Gland, comme Yannick et son équipe sont aussi en finale. Donc normalement, si tout va bien, on risque de faire un match un dimanche tous ensemble. Ouais. Donc les deux équipes, l'une après l'autre. On commencera et puis après, on ouvre le bal pour la victoire de la première équipe après. Vous pouvez aussi tirer le lieu où vous allez jouer, mais est-ce que vous avez des préférences quant aux équipes que vous allez tirer? Les équipes, c'est un peu compliqué à dire parce qu'il y a quand même des très bonnes équipes dans les autres groupes. On a vu qu'il y a des équipes qui marquent plus de 100 goals, qui encaissent très très peu de goals. On n'espère pas tomber, je pense, sur des grosses équipes lausannoises, peut-être. Mais après, voilà, nous, on prendra ce qu'il y a à prendre. On est là pour gagner. On a 3 matchs à faire. Et puis, il faudra tout donner avec l'équipe. Ouais, Yannick, je le disais, l'enjeu pour vous, c'est de monter en deuxième ligue. Mais ça arrive très rarement, finalement, que 2 équipes du club puissent arriver à ce stade-là. Ça veut dire quoi, finalement, du club? Je pense que ça, c'est la belle image du club. C'est de dire que la première équipe et la deuxième équipe sont en train de faire les finales. C'est assez historique de faire 2 fois des finales de promotion. On espère que ça soit encore plus historique avec 2 montées. Mais je pense que ça montre la bonne dynamique qu'il y a dans le club, l'échange aussi qu'il y a entre les entraîneurs et les joueurs entre la 1 et la 2. Pas mal de joueurs de l'effectif de la première équipe ont joué avec la 2 ou même maintenant sont dans l'effectif de la 2. Plusieurs jeunes aussi de la deuxième équipe, grâce au travail des entraîneurs, intègrent gentiment l'équipe première, avec certains qui ont déjà eu quelques minutes ou qui sont là aux entraînements. Et je pense que ça représente aussi bien le club avec les juniors, nos juniors B et nos juniors A qui ont aussi fait les demi-finales et les quarts de finale de Coupe Vaudoise. Donc je pense qu'il y a une bonne dynamique qui va avec le comité, avec le centre sportif et avec tout ce qui se passe au club. Donc c'est plutôt positif. Maintenant, il faut monter. Donc, je pense autant la deuxième équipe que la première. On est content d'être arrivé jusque-là, mais si on ne va pas au bout, on sera pas satisfait. Ouais, j'imagine que du côté du joueur, vous avez forcément l'agnac. Ouais. Oui, c'est ça. On a le sentiment qu'on a fait une grande saison. La deuxième équipe aussi. Et puis maintenant, c'est le money time. Il faut concrétiser. Ouais. Money time, show time. En tout cas, on est derrière vous. Et puis, j'espère que vous nous ramènerez plein d'autres coupes. Félicitations à toute l'équipe et au FC Gland. À très bientôt. Merci. Merci. Alexandre, on retourne à toi, toujours du côté de Gimel. Oui, avec Xavier Bignan, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes éleveur et puis vous nous ouvrez votre ferme. Aujourd'hui, on voit les petits veaux qui sont derrière. Et puis Adrien Loss, bonjour. Vous êtes berger et puis vous êtes notamment en alpage en ce moment. Vous veillez sur les génisses et puis les veaux. Alors avec le loup qui guette, comment est-ce que vous vivez ce début de saison? C'est compliqué ou pas? C'est pas plus compliqué que ça, mais effectivement, le loup rajoute une certaine incertitude qu'on n'aime pas sur l'alpage. Et donc, voilà, on essaie de trouver des solutions pour réduire cette incertitude, pour pouvoir dormir plus tranquillement. Les solutions que vous prenez, vous, quelles sont-elles en ce moment? Alors, nous, on a essayé de mélanger avec les petits veaux 3 bœufs, donc d'un plus gros gabarit qui ferait office de patous, on va dire des patous, mais sous la forme de vaches. Ouais. Les patous, c'est les gros chiens. Voilà, qui veillent, exactement. Sur le L'idée, troupeau, c'est qu'ils fassent une sorte de protection pour les petits veaux. Ouais. Xavier, vous, en tant qu'éleveur, quelle crainte vous avez en ce moment, justement, de vous faire dévorer votre bétail par les loups? Il me semble que c'est déjà arrivé l'année passée, pour vous. Alors exactement, donc on a eu une prédation l'année passée sur cet alpage, donc la crainte principale, c'est évidemment que ça recommence. Peut-être encore plus qu'une prédation fatale, c'est les blessures, parce que c'est quelque chose de très contraignant à soigner. Ouais. Et souvent, les bêtes blessées finissent par être euthanasiées 2 semaines plus tard. Donc ça, c'est vraiment
quelque chose de terrible, quoi. Et puis, en plus de ça, on a toujours la peine de retrouver des bergers motivés et des jeunes qui veulent faire ça. On a la chance d'avoir Adrien qui est là. On espère pouvoir le garder. Ouais. Mais si le loup lui fait peur chaque année, ben forcément, c'est encore une contrainte pour les bergers, quoi. Oui, effectivement. Et puis, alors, vous, justement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats ces derniers mois autour du loup, notamment le tir du loup qui avait été autorisé par le canton. Il y a eu des débats organisés aussi par le canton pour comprendre les craintes des éleveurs et des bergers. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait des réponses du canton? Alors, c'est un peu tôt pour le dire. Moi, j'étais très optimiste. J'ai toujours été de nature très optimiste. Là, on voit que cette saison est démarrée sur les chapeaux de roue. Il y a énormément de dérangements. Ouais. Il y a déjà eu des attaques, notamment des blessures assez graves. Moi, j'attends de voir avant de me prononcer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut bouger, se renseigner, partager les infos. Ça, c'est essentiel. Et puis, être vraiment prêt à réagir assez vite si ça devient quelque chose de problématique, de conséquences. Quoi. Justement, les mesures qui ont été prises par le canton, annoncées fin mai, Adrien, notamment le canton met à disposition des éleveurs du canton de Vaud. Eh bien, je crois qu'il y a justement les chiens dont vous parliez, il y a aussi du personnel formé, et puis aussi des grillages. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces mesures? Est-ce qu'elles sont suffisantes? Non, je ne pense pas qu'elles sont suffisantes, mais je pense qu'on est aussi au début, donc il faut qu'on les essaye, qu'on les trie, qu'on les affine suivant lesquelles, ou qu'on exclue celles qui ne vont vraiment pas. Elles ont toutes un certain nombre d'inconvénients et d'avantages, donc il faut vraiment trier le bon du mauvais. Puis j'espère qu'à long terme, on y arrivera, on trouvera quelque chose d'efficace. Pour vous, justement, la solution que vous attendez, ce serait laquelle, en fait, pour lutter contre le loup dans les pâturages? Moi, j'aime bien, mais c'est très personnel, hein. J'aime bien l'idée du chien, mais avec tous les inconvénients que ça a, avec le tourisme de manière générale, et puis la gestion l'hiver, de la saison d'hiver par l'éleveur. Et il faut assez de chiens aussi à disposition. Le nombre de chiens, parce qu'on a comme des grands troupeaux, des troupeaux mixtes, éclatés sur le pâturage. Donc effectivement, c'était une des solutions qui me parlait le plus. Ouais. D'accord. Xavier, justement, on est ici pour parler aussi de l'association Middleway, parce qu'avant justement que le canton donne ces mesures au mois de mai, ces mesures préventives, une association de citoyens, en fait, pour venir en aide aux bergers, s'est créée, s'est formée, et puis a proposé notamment des kits. Alors, on le verra tout à l'heure, Andrea, justement, notamment des caméras pour pouvoir permettre de savoir où se trouve le loup. Pour vous, qu'est-ce que ça change, ça ? Alors déjà, je félicite cette démarche parce que c'est pas au seul monde paysan d'assumer en fait le retour du loup. La population, là, c'est une preuve qu'il y a quand même des groupes qui nous aident. Donc ça, c'est très bien. Pour moi, c'est primordial d'avoir un berger qui sait ce qui se passe sur son alpage. Grâce au kit, on a des caméras dedans. Il y en a 3 par berger. On a la chance qu'Adrien ait un kit. Donc, il va pouvoir savoir ce qui se passe autour du chalet. Quoi qu'il se passe, il le sait. Si on sait ce qui se passe chez nous, on est tranquille, on dort tranquille, on peut réagir, on peut affiner notre méthode de travail. Et ça, c'est primordial. Si on ne sait pas ce qui se passe, on fait 2 nuits, on dort mal et on ne revient pas la saison suivante. Donc pour vous, les caméras, c'est vraiment une des solutions majeures. Alors la caméra, elle filme, elle ne tire pas. Je veux dire, elle ne fait pas d'effarouchement, elle ne fait pas de bruit. Mais on sait ce qui se passe. L'information est primordiale. Vous êtes d'accord avec ça, Adrien? Justement, les caméras, ça va vous changer, vous, votre saison? Oui, tout à fait, parce que nous, on dort quand même comme tout le monde. Donc, à un moment, on laisse les bêtes livrer elles-mêmes, et le pâturage. Et les caméras de surveillance nous permettent de voir ce qui se passe la nuit, là où on ne peut pas être, et là où, de toute façon, on ne voit rien parce qu'on n'est pas capable de voir la nuit. Donc, elles sont vraiment très utiles pour augmenter notre connaissance vis-à-vis du loup et de tout ce qui se passe sur notre alpage et du coup de réduire notre stress ou nos craintes. C'est drôle quand même que ce soit des citoyens qui aient pensé à ça et puis qu'aujourd'hui, ça ne figure pas, ces caméras-là, parmi les mesures du canton, vous ne trouvez pas? Alors effectivement, cette thématique du loup avance très très vite, ça évolue tout le temps. Il y a une idée qui a émergé. Il faut savoir qu'une caméra, c'est très cher. Ils en ont acheté déjà pas mal, mais il en faudrait encore plus. Je pense que c'est une chance d'avoir une association qui a fait une levée de fonds et puis qui fournisse ce matériel. Parce que ça vous rassure aujourd'hui, justement? Oui, alors bien sûr, ça nous rassure. Après, comme je vous ai dit, ça ne fait pas d'effarouchement, ça ne règle pas le problème. C'est de l'information. Mais au moins, on sait ce qui se passe. Si on sait ce qui se passe, on peut aller plus loin dans la démarche. Pour vous, si je vous entends bien, il faudrait autoriser le tir du loup à nouveau? Alors, de toute façon, c'est clair que le seul moyen radical, c'est la régulation du loup. S'il y a trop de loups, il y aura beaucoup trop de problèmes. Là, on sera obligé de faire quelque chose. J'espère que l'État,
régule le loup avant que ce soit les bergers qui soient obligés de le faire, et puis qu'il y ait des problèmes de justice, etc. Après, moi, je trouve vraiment dommage de laisser, en fait, de laisser prospérer une espèce qu'on va finir par tirer. Ouais. Là où je trouve vraiment pas de sens, voilà, on laisse des portées de loups, puis en fin de compte, on est en train de contrôler le nombre parce que ça fait quand même des dégâts, puis après, on les tire. Donc, est-ce que ça a vraiment du sens de laisser prospérer cette espèce à cette vitesse alors qu'on sait très bien pertinemment que chaque année, en fait, ils font tirer? C'est là où je trouve que la balance, elle est plus très cohérente. Alors, le loup, oui, à petite dose, je pense qu'il n'y a pas de problème parce qu'il y en a depuis très, très, très longtemps. Mais là, on voit que c'est en train de partir alors, à fond. Quoi. Effectivement. Ça fait souci. Bon, eh bien, on espère justement que ça ne vous arrivera pas, que le loup ne vous portera pas malheur cette saison. Adrien Lost, merci beaucoup. Et puis Xavier Bignon, merci aussi de nous avoir accueillis dans votre ferme. Et puis, Andrea, on va apprendre justement avec l'association Middleway après, eh bien, qu'est-ce que c'est ce kit en fait, de caméra et puis comment ça marche et comment ça permet concrètement de venir en aide aux éleveurs. Merci beaucoup, à tout à l'heure Alexandre. En actu, Prangin relance son défi citoyen sur le climat. Objectif, proposer aux Pranginois de réduire leur émission de CO2 sur un temps donné. Pour rappel, un préavis de 65 500 francs avait été voté par le conseil communal pour organiser un accompagnement personnalisé pour environ 200 ménages. On en parle avec vous, Alice Turnia-Lévy, bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes la municipale en charge de l'environnement pour Prangin. Alors un défi qui était né il y a plus de 2 ans, puis il avait été retardé suite à la crise sanitaire. Rappelez-nous les enjeux. Voilà, alors c'est effectivement une initiative qui a été lancée lors de la dernière législature par la municipale à l'époque en charge de l'environnement, Madame Christin. Ça avait été d'ailleurs largement également discuté avec la commission consultative. Il y avait une forte demande qui venait, une forte attente qui venait de la population aussi pour un processus participatif. On sait que les communes sont responsables d'avoir des actions, mais c'est également les citoyens, les privés qui peuvent participer au changement de comportement. Et le but de ce défi climat est justement d'impliquer les citoyens. Alors, comment ? En utilisant un fonds que nous avons à disposition, qui est le fonds pour l'efficacité énergétique et le renouvellement, qui est un fonds à disposition pour des projets privés, que ce soit des achats ou des travaux. Et lorsque ce fonds a été lancé en 2017-2018, il y avait un reliquat, c'était le début du programme. Il n'avait pas encore un succès qui faisait que l'entier du fonds était utilisé. Et c'est donc ce reliquat qui a été prévu et gardé jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir faire ce défi climat. On le voit pourtant, les choses s'accélèrent, l'urgence est là, on en parle de plus en plus dans la presse, mais ça s'agite aussi du côté politique. Pour rappel, aujourd'hui, le Conseil d'État sollicite d'ailleurs auprès du Grand Conseil un crédit cadre de 28 millions visant à financer des mesures d'inclusion et de financement pour le plan climat vaudois dans le domaine d'action agriculture pour réduire justement les effets de gaz à effet de serre. Philippe Lebas dit d'un ton ironique, c'est bien joli de planter des fleurs, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, Prangin va dans ce sens-là ou pas? Ou est-ce qu'elle plante des fleurs? Alors là, on s'éloigne du sujet du défi climat pour regarder plus largement le programme climatique de Prangin, qui est déjà relativement assez ambitieux, mais que l'on doit effectivement développer. Je m'écarte un peu du sujet, mais effectivement, on sait que notre fonds climat, qui en 2017-2018 laissait un reliquat, aujourd'hui, à la moitié de l'année, il est complètement épuisé. Et là, nous devons absolument mener une réflexion pour savoir comment pouvoir garder ces incitations. Mais pour revenir au défi climat... Ça passe par quoi, justement, pour y revenir? Est-ce que c'est juste une question de planter des fleurs? Voilà. Pour revenir à cette question... moi, je pense qu'il faut agir sur tous les fronts. On sait que les 4 domaines qui ont beaucoup d'impact, c'est la mobilité, c'est les bâtiments, l'efficacité énergétique des bâtiments, le chauffage, etc. Ça, c'est les 2 gros postes. On sait que l'alimentation, quand même, aussi, c'est un poste très important dans l'empreinte carbone. Et puis, les derniers 25%, c'est tout le reste. C'est nos données informatiques, c'est notre habillement, c'est nos modes de consommation. Et ça, c'est le 25% restant. Donc, évidemment, il faut agir là où il y a le plus d'impact. Ouais, mais on comprend que vous agissez un peu partout. On sait que Prangin a ce label Cité de l'énergie. Il y avait aussi ce projet Nature en ville. Plein de choses se font. Mais ce défi citoyen, en quoi est-ce qu'il consiste concrètement ?
Voilà. Alors, on fait appel, c'est un programme qui est basé sur le volontariat, hein. Donc on fait appel à des citoyens. On s'attend à ce qu'au début, ceux qui répondent sont ceux qui sont déjà sensibilisés, mais l'idée est de faire boule de neige, hein. Donc on fait appel à des citoyens pour qu'ils s'inscrivent au défi. Suite à cela, on est accompagné par un expert, hein, la société Cantis, qui est reconnue internationalement, par M. Humbert, qui est aussi, dont la réputation n'est plus à faire. Donc lui, il nous accompagne, il accompagne la commune dans l'organisation de ce programme, mais après, il va accompagner chacune des familles ou des individus qui s'inscrivent, dans un premier temps déjà pour faire un bilan. Mais qu'est-ce que ça veut dire que cet expert va venir chez les Pranginois, voir comment peut-être il cuisine, comment il s'habille et travailler sur ces aspects-là? Non, il y a des séances individuelles qui sont organisées au sein de la commune. On met à disposition une salle. Il y a un entretien individuel qui est organisé d'environ une demi-heure, au besoin un petit peu plus. Au préalable, les familles se seront déjà enregistrées. Il existe une application, hein, du WWF qui permet de mesurer l'empreinte carbone. Donc ça sert de base déjà pour évaluer où est-ce qu'on en est sur notre empreinte carbone. Ensuite, il y a l'entretien individuel avec la société Cantis qui permet d'envisager quelques pistes d'action, puisque le but, c'est de faire un programme personnalisé, hein, pour chaque famille, pour chaque individu. On se fixe également un objectif. Après, il y a des séances collectives entre tous les participants qui permettent d'échanger les expériences et qui permettent aussi, c'est un jeu, hein. On essaie d'avoir une approche ludique pour provoquer l'émulation. Et après, en cours d'année, tout le processus dure 12 mois, de septembre à septembre. En cours d'année, il y a de nouveau des entretiens individuels pour voir si les actions envisagées fonctionnent. Sachant que vous lancez justement cette impulsion, Alice Turnia-Lévy, aujourd'hui, quels sont justement les objectifs? Réduire les gaz à effet de serre, d'accord, mais de combien? Est-ce que vous fixez déjà un tir? Pour la commune, alors on sait que sur le moyen terme, il est possible, avec ce genre de prise de conscience, et là on en est à la phase de prise de conscience. Les gens qui vont s'inscrire, ce sont des gens qui ont déjà une prise de conscience. L'étape suivante, c'est de passer de la conscience aux actes. Avec ces actes, dans un premier temps, on fera l'évaluation de combien ils ont pu économiser de leur empreinte carbone. Donc là, il y aura une évaluation. Mais la municipalité fixe déjà un objectif. On sait que sur le moyen terme, c'est comme quand on fait du sport, hein, on continue après à avoir les bénéfices du sport sur les années, sur les heures qui suivent. Bien là, on sait que le résultat qu'on a obtenu au bout d'une année, eh bien, il va se poursuivre et il va se développer sur les 3-5 ans suivants et qu'on peut atteindre jusqu'à 50% d'économie de l'empreinte carbone. Donc oui, c'est l'objectif de la municipalité sur ces familles-là. Et après, l'idée, c'est que ces familles-là deviennent à leur tour des facilitateurs, des exemples, qui sont un peu les porteurs de projets ou les porte-paroles pour leurs amis, pour leurs voisins, et que donc, 2050, c'est 100%. Hein. L'objectif, c'est clair, et si on peut l'atteindre avant, tant mieux. Ouais, l'objectif, c'est d'y inclure aussi également tout le monde. Donc, soirée d'information publique et de lancement aura lieu ce mercredi 8 juin. Alice Turnia-Lévy, municipale en charge de l'environnement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alexandre, on retourne à toi. Dis-nous tout, comment fonctionne du coup ce dispositif caméra? Alors, tu vois, on est allé un petit peu plus au-dessus de la ferme de Xavier. On est dans la forêt. Je suis avec Anouk Stram qui est ici, avec François Duruy, donc tous les deux coprésidents de l'association Middleway, et puis Julien Régamé qui représente la fondation Jean-Marc Landry aujourd'hui, qui nous dira un mot aussi. Alors concrètement, Anouk, je me tourne vers vous en premier. La caméra, elle est ici. Voilà. Alors, donc c'est ça que vous mettez à disposition des éleveurs et des bergers, donc du coup dans les alpages. Alors qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne? Alors ça, c'est notre outil de surveillance principal. Donc, voilà. Ah, mettez juste Attendez, je vais vous tenir le micro pendant que vous parlez et que vous me montrez la caméra. Ouais. Voilà, en gros, comment ça fonctionne. Et ça permet de... En fait, c'est une caméra infrarouge, c'est ça? Tout à fait. Elle se déclenche à chaque fois qu'il y a un animal qui passe devant, de jour comme de nuit. Et là, vous pouvez voir l'écran. Si vous baissez votre bras, comme ça, on voit le... Ouais, voilà. Effectivement, voilà, et donc il y a cette caméra. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi un kit
qui est juste en bas. Exact. Alors ça, c'est un exemple des kits qu'on propose donc aux bergers qui en ont fait la demande. Voilà comment ils se composent essentiellement. Donc c'est un prêt pour la saison. Donc vous retrouvez ici les caméras. Ils en ont 3 par kit avec tout équipé. Donc voilà, il y a des câbles, il y a des cartes mémoire, des piles, il y a tout ce qu'il faut. Vous avez une lampe torche puissante pour pouvoir éclairer la nuit. Ça, c'est vraiment important. Et comment est-ce que vous pouvez... Combien ça coûte déjà un kit comme ça, tout compris? Un kit tout compris, on est autour des 700 francs à peu près. Ouais. Comment est-ce que vous pouvez proposer ça gratuitement, enfin sous forme de prêt aux éleveurs? On a réussi à pouvoir en proposer plusieurs grâce à la collecte en fait qu'on a lancée il y a quelques temps maintenant, qui est toujours en cours, et on cherche encore du soutien pour pouvoir en proposer encore plus. Donc c'est un crowdfunding sur Internet. Exactement. Vous avez réuni combien? On est autour des 20 000 francs à l'heure actuelle. 20 000 francs à l'heure actuelle, et puis on peut encore donner effectivement du coup pour soutenir. Oui, on a besoin de proposer beaucoup plus de kits. Ils sont souhaités, demandés. La saison démarre déjà fort, donc on espère pouvoir en proposer bien plus rapidement. Alors je me tourne vers vous, François Duruy. Alors donc vous êtes coprésident avec Anouk de cette association Middleway. Vous êtes éleveur vous-même, vous êtes berger, pardon, je me trompe. Vous êtes berger vous-même. Comment il est né en fait ce projet, cette envie-là commune? Donc en fait, ce projet il est né simplement d'une collaboration depuis plusieurs années déjà avec Jean-Marc Landry et sa fondation sur le terrain. Vraiment, c'est une réunion de différents acteurs de terrain qui cherchent en fait une manière d'appréhender la cohabitation d'une manière intelligente et rationnelle, puisqu'on sait que, en fait, au jour d'aujourd'hui, la cohabitation, c'est pas vraiment une option. On sait qu'on est obligé de gérer ce problème, si on peut appeler ça comme ça. Donc, si je paraphrase ce que vous me dites, c'est-à-dire d'apprendre à vivre avec le loup sans le tirer. Alors, ouais, ça veut dire apprendre à vivre avec d'une manière générale, mais ça ne veut pas dire sans le tirer. Vous voyez, on est de toute façon dans une problématique où on va devoir faire appel à différents outils, y compris la régulation, etc. C'est ça aussi la cohabitation. Voilà. Anouk, je vous pose encore une question, mais est-ce que c'était pas finalement cette action citoyenne, est-ce qu'elle n'était pas là aussi pour pallier un manque des mesures cantonales? Pallier un manque, je ne sais pas. En tout cas, proposer quelque chose de concret sur le terrain, oui. Vous en pensez quoi, François? Vous qui êtes berger, justement, est-ce que le canton ne faisait pas assez? Est-ce que c'est pour ça que vous vous êtes lancé dans cette aventure? C'est ça. Nous, on s'est retrouvés avec la présence du loup, si on veut, à subir la présence du loup, puisqu'on était assez démunis finalement. On se retrouvait seul à l'alpage avec des présences de loups qu'on ne pouvait pas gérer, qu'on ne pouvait pas contrôler. Et d'avoir ce projet avec les outils à disposition, c'est une manière vraiment pour les bergers d'être moins démunis et de pouvoir devenir acteurs de la cohabitation et pas de subir la présence du loup. Ouais. C'est tout ça. Alors, Julien Régamet, vous faites partie de la fondation Jean-Marc Landry. Alors, vous êtes arrivé aujourd'hui, je ne vous connaissais pas, puis on vous a présenté comme l'homme à tout faire, le monsieur loup, c'est ça? Alors, je ne sais pas si je suis le monsieur loup. L'idée, c'est de mieux comprendre justement les déplacements de ces animaux via la fondation Landry, amener quelque chose de scientifique là-dedans pour mieux comprendre de manière à pouvoir anticiper certains déplacements et certaines choses qui pourraient arriver. Et l'idée de Middleway, de mettre des caméras à disposition des éleveurs et des bergers, ça permet qu'eux, comme François le dit, ils deviennent acteurs de tout ça et subissent un peu moins la présence du loup et puissent justement nous communiquer des informations qui nous, derrière, via Middleway et via la Fondation Jean-Marc Landry, il y aura des effarouchements qui seront faits, de la surveillance qui sera faite pour essayer de limiter la casse. On ne va pas pouvoir annuler toutes les attaques de loups, bien évidemment. Des veaux, il y en aura des prédatés et ça serait mentir de dire le contraire. Mais par contre, le but vraiment, c'est de limiter la casse. Et ça, c'est avec le travail de tout le monde et de tous ces acteurs de terrain qu'on pourra le faire. Et vraiment, des bergers et des agriculteurs qui vont nous ramener les dérangements qu'ils auront dans leurs troupeaux, les problèmes. Et nous-mêmes, on pourra justement essayer, il y a aussi Opal dans tout ça, essayer de coordonner tout le monde pour pouvoir faire de l'effarouchement nocturne. Ouais, donc au-delà en fait, d'aider directement le berger concerné, ces caméras, elles permettent aussi d'avoir les informations, d'avoir une synergie en fait, dans le canton, si je comprends bien. Le but, c'est vraiment de pouvoir anticiper ce qui va se passer. Et si tous les éleveurs et les bergers peuvent avoir un kit,
déjà eux, s'il y a du dérangement la nuit, ils peuvent intervenir. Et puis on peut avoir la réponse si oui ou non c'était les loups via les caméras, parce que ça c'est vraiment un très très bon moyen, parce que le berger la nuit dort, bien évidemment, il ne voit pas toujours ce qui se passe. Donc d'aller contrôler les caméras, et puis après ces infos elles sont retranscrites, et il y a une biologiste qui analyse tout ça, et puis qui va faire une étude justement de vulnérabilité sur des secteurs où les loups passeraient plus souvent que d'autres. Parce que les loups, si on veut, ils ont un highway, donc une autoroute, si on veut, où ils passent très régulièrement quand ils viennent dans ce secteur-là. Et puis après, il y a d'autres pâturages qui sont excentrés de cette autoroute, qui sont moins vulnérables, mais des fois, suivant le changement de direction des loups, peuvent devenir vulnérables. Et puis l'idée, c'est de comprendre tout ça pour savoir quelles sont les meilleures zones à protéger. On ne peut pas être partout à la fois, mais c'est pour ça que plus on a d'informations qui rentrent via les kits de Middleway, plus on pourra anticiper ce qui va se passer, plus on pourra limiter la casse. On ne pourra pas l'enlever. Aujourd'hui, François, il y a combien de bergers qui ont fait appel à ce kit de Middleway? Donc, après une petite concertation avec les bergers, il y a une trentaine de bergers qui ont fait la demande, parce que ce n'est pas quelque chose d'obligatoire, ce n'est pas imposé, c'est vraiment à la demande. Mais donc, on avait besoin justement de beaucoup plus d'argent pour fournir ces 30 kits. Avec ce qu'on a récolté lors du crowdfunding, là, on a pu en fournir 10 en tout cas. Et voilà, et il y a aussi du budget pour... parallèlement, il y a aussi donc un projet d'effarouchement via l'association Middleway, avec des équipes d'intervention qui pourraient faire des présences nocturnes, etc. Donc voilà. Ouais. Anouk, vous me disiez, je crois, hors caméra, mais que la saison démarre fort. Ça veut dire quoi? Oui, ça circule déjà beaucoup. Il y a déjà beaucoup d'agitation un peu partout. Et effectivement, comme relevaient mes deux chers collègues, je pense que l'important aussi à comprendre, c'est vraiment ce travail de collaboration entre nous tous. La partie kit, c'est une chose, mais ces kits permettent des surveillances et des effarouchements. Tout ceci permet une étude scientifique derrière, en collaboration avec la Fondation, justement, Jean-Marc Landry. C'est tout ce travail d'équipe et c'est pas résumé à une seule caméra. Eh ben, je vous remercie tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions, d'avoir présenté du coup, les actions de Middleway et puis ce kit et ces caméras. Voilà, Andrea, tu sais maintenant ce qu'il faut pour être muni d'outils pour pouvoir faire face justement à l'arrivée du loup ici dans les alpages. Merci beaucoup Alexandre, très bonne journée à toi. On reste en sport, mais cette fois-ci, on fête un anniversaire, c'est les 77 ans du club alpin section Ladol. On en parle avec nos deux invités. Roland Meyer, bonjour, vous êtes le président, avec nous également Nora Viret, vous êtes la présidente du club alpin section Ladol. Alors il y a plusieurs sections, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est la section Nyon du club alpin qui a décidé d'organiser et de former ce comité de fête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il célèbre cet anniversaire et ces 77 ans? Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Je peux parler au nom de tout le comité d'organisation de la fête. C'était surtout l'occasion de remercier les bénévoles qui travaillent depuis de nombreuses années pour certains, pour d'autres un peu moins, mais qui s'investissent toujours régulièrement. Donc c'est vraiment l'occasion de dire merci à l'investissement que tous ces gens fournissent, que ce soit les chefs de course, les gens du comité, les gens qui se sont investis comme gardiens de cabane, les gens qui juste participent aussi à la vie active, qui viennent à la gym tous les mardis, qui viennent aux courses, etc. Donc c'est vraiment génial d'avoir cette vie associative et de pouvoir dire merci. Ouais, alors 2 journées de fête, le 9 juin avec le public et le 11 juin pour les membres. Roland Meyer, vous, ça fait personnellement 25 ans que vous êtes au sein du club, mais rappelez-nous peut-être l'enjeu et le but de ce club. Le club, c'est que les gens puissent aller en montagne en toute sécurité. C'est d'abord un club formateur. Et c'est surtout dans ce sens-là que les gens viennent d'abord au club, ils se forment, et pour essayer de partir par eux-mêmes après en montagne. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les médias qui parlent beaucoup du club alpin, on a énormément de monde qui viennent, mais nous avons un problème, c'est la recherche des chefs de course. Et la formation d'un chef de course, ça dure 4 ans, et c'est un gros problème parce qu'on n'arrive pas à suivre. Aujourd'hui, c'est un des plus grands problèmes que l'on a en dehors des membres du comité. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on travaille et que Nora, en tant que future présidente, son prochain devoir, c'est ça. Ouais, c'est le gros défi, c'est de trouver des formateurs. Mais on le disait en préparant cette interview que finalement le club fait partie des plus gros de la région. Oui. 1100 membres. Qu'est-ce qui fait son ADN, Nora, selon vous? C'est justement ce côté formateur, de pouvoir aller en montagne, de vivre toute cette expérience, que ce soit justement les plaisirs d'être un peu dans des pentes poudreuses en hiver ou d'aller faire un tour en escalade. Je
Je pense que c'est ça l'ADN de la section de Nyon. Et puis les 2 cabanes qu'il faut quand même gérer aussi. Ouais, alors les 2 cabanes, il y a celle de Rochefort et puis l'Arpiteta qu'aujourd'hui vous avez acquis. C'est une nouvelle cabane, un nouveau lieu. Pourquoi? Alors, Arpiteta, c'est une ancienne cabane que nous avons acquis il y a 25 ans. Donc c'est l'inverse, c'est ça? L'Arpiteta, c'est l'ancienne et le Rochefort, c'est celle que vous avez acquis? Non, c'est les deux. C'est les deux. C'est 2 vieilles cabanes. Nous avons rénové Arpiteta il y a 4 ans. Donc c'est une cabane qui se trouve dans le Val d'Anniviers, à 2800 mètres d'altitude, qui est sur ce qu'on appelle la haute route impériale. Et ce qui fait qu'on a énormément de monde en hiver, ce qu'il n'y en avait pas il y a 25 ans en arrière. Il y avait peut-être 100 personnes en hiver. Aujourd'hui, c'est 400 à 500 personnes qui passent une nuit dans la cabane en hiver. Et en été, c'est 800 à 900 personnes qui passent, surtout en famille. Ouais. Puis c'est un endroit assez agréable et magnifique au pied du Zinal de Rothorn et du Weisshorn. Et Rochefort, nous sommes en pleine transformation actuellement. Les travaux sont en cours. Je pense qu'à la fin du mois de juin, ça va être terminé. Donc, c'est nos 2 petits bijoux. Ouais, 2 petits bijoux, 2 lieux de cœur. La jeunesse est d'ailleurs en train de réaliser aussi un film sur ces travaux de rénovation qui seront diffusés dans le cadre de ces journées d'anniversaire. Et puis, on a vu des images aussi du film de Catherine Chong qui sera diffusé. C'est votre temps fort aussi de cette édition à partager avec le public. Oui, donc le 9 juin prochain, là, donc ce jeudi, on a Catherine Chong, première Suissesse à avoir grimpé du 9A, qui va venir nous présenter un peu son parcours de vie, parce qu'elle est juriste aussi à côté. Donc tout ce côté de grimpe professionnelle, donc de compétition, de formation, d'entraînement, en plus de sa formation professionnelle. Et 2-3 films, parce qu'elle a quand même fait des choses magnifiques, comme un tour du monde d'escalade avec son compagnon. Et donc c'est ce qu'elle va venir nous présenter là ce jeudi, en plus du film sur le lynx. Ouais, qui sera aussi diffusé. Ouais, le film sur le lynx qui est lui de Laurent Gesselin. Il y a ce proverbe qui dit « la montagne, ça vous gagne ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Oui, Roland? tout à fait. Ouais. Oui. Quand vous avez goûté à la montagne, et puis l'amitié, la cordée que l'on fait avec un compagnon de cordée, c'est extraordinaire. C'est à vie, ça marque. Si vous avez fait un sommet avec quelqu'un, c'est quelque chose qui va vous rester. Ouais. C'est quelque chose d'extraordinaire, en tout cas. C'est l'expérience que j'ai eue et puis que je souhaite à chacun de pouvoir le faire. Ouais, pour terminer sur un souvenir, peut-être votre plus beau souvenir à vous, c'est lequel? Je crois que c'est la descente des Daubes de Miage dans 40 cm de poudreuse. Ouais. Dans la poudreuse, Nora, pour vous? C'est aussi une descente en poudreuse, plutôt le col de Mai, là, c'était magnifique aussi, ouais. Vraiment le ski hors piste. Avec des compagnons, comme on disait, de l'amitié, des gens qui sont là aussi. Même quand on arrive comme moi, un peu jeune et qu'on ne connaît pas tout le monde, tout de suite on arrive, on se fait la bise en haut du sommet, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie aussi, c'est cet esprit-là. Oui. Ouais, rendez-vous donc les 9 et 11 juin pour fêter et célébrer cet anniversaire du Club Alpin Section La Daule. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et très bel anniversaire et longue vie au club. Merci. À la maison, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.